Bonsoir, il est 19h, bienvenue sur la première pour l'actualité. Nous sommes le mercredi 22 juillet de l'an 2020. Voici les titres et le sommaire de ce journal. Dans ce journal, retour sur un fait divers évoqué hier soir, l'introduction d'un gang dans une maison de Punaouia, un fait plutôt rare au Fénois. Nous reviendrons sur le déroulement de ce délit et l'arrestation des malfaiteurs à Papeete. Les 4 personnes sont actuellement au palais de justice de la ville. La vie redevient plus intense, la Covid est derrière eux, l'angoisse aussi des jours sombres et incertains. Le papy de Papara et le marin équatorien ont tordu le virus. Nous les avons rencontrés aujourd'hui dans le bonheur d'une existence bien vivante. À Rio-Ave, pas de touristes étrangers, c'est une décision collective. Habitants et pensions de famille sont à l'unisson. Le but, limiter la possibilité de la Covid-19 sur le territoire. En cas de son arrivée sur place, les citoyens ont peur que les structures de santé soient très vite débordées. Si vous aimez le pétillement, restez avec nous au final du championnat de basket pour les hommes. C'est à la Fatawa et ça promet. Nous y ferons un tour pour savoir qui va brandir le trophée. Ce sera à la fin du journal avec notre envoyé spécial, l'athlétique Marouki Duri. On le voit tout de suite à l'écran. Nous vous le disions dans les titres, nous revenons sur l'information que nous vous donnions hier soir. L'arrestation à Papeete de 4 hommes. Ils sont soupçonnés d'un raid dans une maison de Punaouia du côté du PK16 et cela en plein jour. L'enquête avance sous la direction de la brigade de recherche. Les 4 malfaiteurs ont été présentés cet après-midi à la justice. Les témoins nous racontent, ils parlent au micro de Sandroli avec Hubert Liao. C'est parti. Les 4 cambrioleurs ont été présentés devant le vice-procureur en fin d'après-midi. Ils avaient été arrêtés ce lundi vers 15h30 devant la station mobile de Tiperui. À ce moment-là, Marama était en train de démonter une roue crevée d'un scooter. L'arrestation s'est déroulée juste devant ses yeux. Ils ont carrément pointé leur arme dessus les 4 jeunes et leur demandé de baisser la tête. Et les 4 jeunes, ils ont réagi comment? Ils étaient surpris, ils ont eu peur aussi, ils ont paniqué aussi. Ces 4 jeunes étaient venus à la station pour s'acheter à boire. Au moment de quitter la station et juste avant de s'engager sur la voie de circulation, les militaires en civil les ont bloqués avec leur véhicule banalisé. Les véhicules de la DSP et des gendarmes ont surgi juste derrière. Je pense qu'ils ont voulu s'enfuir parce qu'il y avait un qui a paniqué. Je crois que lui, il a sûrement vu, il a sûrement reconnu qu'il y avait 2 gendarmes dans une voiture civile. Je pense que là, ils ont paniqué, ils ont voulu vite partir. Mais manque de peau, les gendarmes se sont arrivés comme ça par surprise. D'après les témoins, tout s'est déroulé en 5 minutes. C'est évident, vu qu'ils ont vu le flingue des gendarmes, ils n'ont pas résisté. Surtout ces mecs-là, les connaissants, ce pas des mecs qui se laissent faire. Et là, ils ont vu, c'est des armes. Ils sont prêts, les gendarmes, ils sont prêts à utiliser s'ils résistent. D'après l'avocat d'un des prévenus, ces hommes ne portaient aucune cagoule sur la tête lors de la tentative de cambriolage. Justice encore, la garde à vue s'est achevée pour la personne soupçonnée d'avoir poignardé à mort le compagnon de son ancienne concubine. Vous le savez, c'était samedi dernier à Pirée. Présenté devant le juge d'instruction et conformément à la demande du parquet, l'homme a été conduit en prison. Il a été mis en examen pour assassinat. Son avocat conteste la préméditation. Le mobile de cet homicide, semble-t-il, la jalousie. Ils ont vaincu la Covid, ils sont debout, notre papy de Papara et le marin équatorien évacués depuis les Marquises. Après leur traitement à l'hôpital et la prise en charge par le centre de rééducation de Pirée, ils retrouvent lentement une vie normale, sans risque pour quiconque. Ils nous racontent cette plongée dans le vide et la vie d'après avec ce souffle retrouvé. Thierry Stanfleur avec Patrick Tinsing. Il était au fond de sa vallée à faire son farapou et à jouer aux boules. C'était la dernière personne qui puisse imaginer avoir une telle maladie. Éloi a 72 ans et après 6 semaines d'hospitalisation, puis 6 semaines de rééducation, il est désormais capable de marcher sans s'essouffler. Il était à 6 litres d'oxygène par minute et il pouvait à peine se lever d'une table et faire quelques pas à l'intérieur de la pièce de soins. Et maintenant, il fait 1 heure de marche par séquence de 20 minutes sans oxygène. Et pour le monsieur équatorien, pareil, il était lui sans oxygène quand il est arrivé, mais il n'arrivait pas à marcher. Marin depuis 3 décennies, Yoni, 47 ans, et cet équatorien élytroyé aux Marquises. Tout l'équipage de 29 personnes était malade, mais lui était vraiment au bord de la rupture. Moi, j'ai eu 42 de fièvre. Et après ça, j'avais plus d'oxygène. Et on m'a tendu la main. Et ici aussi.
Je suis très reconnaissant envers les médecins. Cette bienveillance des voisinages, Éloi ne l'a pas éprouvée tout de suite. Et il a cru à un moment qu'on ne le laisserait plus jamais sortir de l'hôpital. Tout le monde était réticent. Voilà, c'était le premier cas de Covid en Polynésie. Donc, oui, il y avait une grosse angoisse autour de tout ça. Sans peur. Encore maintenant ? Oui, ça va maintenant. Il vient parler avec moi. Même pas comme avant, quand je suis sorti de l'hôpital. Là. Personne ne peut parler. Personne vient à côté de moi. Tu comprends que les gens réagissent comme ça ? Non. Aujourd'hui encore, Éloi déborde de gratitude pour les médecins qui l'ont épaulé. Au moment où l'on peut craindre un retour du virus, les services de réanimation de l'hôpital disposent de 60 lits équipés spécialement et pensent que l'environnement médical est plus favorable qu'à l'époque. Si on devait monter plus haut, on pourrait avoir du transfert de compétences qui nous envoie du personnel et du matériel. C'est sûr qu'à l'époque où les choses se sont passées, ce qui était difficile, c'est que conjointement, on avait la réquisition par les hôpitaux en difficulté des approvisionnements et les fermetures des frontières. Donc tout ça compliquait beaucoup. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une vraie conscience du danger, je pense que les gens ont raison. Maintenant, gardons aussi du recul quand ça se passe mal. Si ça se passe mal, on n'est pas condamné. Il va falloir faire tout un parcours thérapeutique, il y a des équipes de soins pour ça. Donc soyons très vigilants et dédramatisons. C'est ce mélange de vigilance et d'espoir que le corps médical souhaite envoyer. Et les images de Éloi et de Yoni, qui reviennent à la vie, sont sans doute le meilleur vecteur de ce message optimiste. C'est vrai, la vie et les hommes font donc des prodiges. C'est une décision collective, la démocratie participative en grand format à Raivave. Les pensions de famille ouvrent seulement leurs portes aux résidents suédois, pas de touristes extérieurs. L'inquiétude devant l'introduction éventuelle de la Covid, angoisse d'autant plus grande que les structures de santé sont celles d'une toute petite île. Brigitte Olivier pour le récit avec les images d'Arthur Thierry sur place. Il tresse des couronnes pour le retour des passagers, mais en provenance de Tahiti uniquement. La population de Raivave a décidé d'un commun accord de ne pas accueillir les touristes étrangers ou français, potentiellement infectés par la Covid-19. Nous préférons de rester locaux pour le moment en attendant comment ça va se passer. Et si tout va bien le mois prochain et après, nous, on peut accueillir les touristes internationaux. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais l'île, qui compte 900 habitants, ne pourrait gérer une vague de malades. Nous n'avons pas de médecins sur l'île et on n'a pas les produits nécessaires pour eux et on n'est pas tellement protégés. La population est dans son ensemble solidaire de la décision des 6 pensions de famille installées sur l'île. Et les habitants rappellent que l'autonomie alimentaire est une réalité. Les touristes, c'est juste du bonus pour une économie qui fonctionne très bien en circuit fermé. Ici à Raivave, on vit de tout. On a tout. On a le poisson, on a la terre pour nous nourrir. On n'a pas faim. La vie est là. La vie est sur notre terre. Il suffit de planter, il suffit d'aller chercher. Et pour tous ceux qui arrivent par l'océan, le maire nous indique que ces plaisanciers restent sur leur voilier et sont surveillés par les gendarmes. Cela étant, il formule cette requête. Je fais appel au pays, au service du pays, que les voiliers transitent par Tahiti avant de toucher nos îles. Donc toujours est-il de prendre toutes mesures de sécurité pour protéger notre population. Mais rien n'est figé pour les Raivave. Ils sont prêts à accueillir les touristes internationaux à nouveau s'il n'y a pas de nouvelles contaminations en Polynésie. Et beaucoup d'amour sur l'île aux Marquises. La solidarité n'est pas un vain mot et pour cela s'activent bien de petites mains. Les masques, c'est bien si précieux en ces moments où guette la Covid-19, font l'objet d'un élan collectif. Une association de dames de Wapou s'est retroussée les manches, les dons sont venus. Ainsi, les étudiants et lycéens de l'île en partance pour Tahiti ou Ivawa seront sanitairement bien équipés. On écoute Myriam Fiou, elle est la présidente de l'association des femmes. La confection de masques en tissu pour tous nos jeunes étudiants qui sont scolarisés à Hivaoa, Nukuhiva, Tahiti et pour nos prochains Evasane. On connaît la pandémie qui a sévi chez nous dans notre Polynésie il y a peu.
Donc pour la sécurité de nos enfants, de nos jeunes étudiants, on a pensé faire des masques en tissu pour leur sécurité. Une bonne nouvelle, elle nous vient du pays. Le Conseil des ministres a acté une baisse de la facture de lumière, d'électricité pour les petits consommateurs. Elle sera effective au début du mois d'août, dans quelques jours donc. Quasiment moins 10% pour le porte-monnaie, comme vous le voyez sur ce graphique. Une mesure décidée par le gouvernement pour soulager les ménages dans la difficulté liée évidemment à cette crise post-Covid-19. De l'habileté, des mains qui font leur office avec toute la créativité et le respect surtout de la tradition. À Ao, les festivités se préparent et les costumes se font. Un art de la confection qui sert fort bien pour le Tiwuray, le mois de juillet en tahitien. Sourire de bénévole au micro de notre correspondant Mathieu Allo. Beaucoup de couleurs. Je suis en train de confectionner une robe locale des années 80. C'est un concours. Et puis avec mon compagnon, il est en train de piquer les coquillages et en même temps il y a le ragout, le bracelet, les bagues en même temps. C'est pas un concours, après il faut défiler avec devant les juges qui sont là-bas. Je suis en train de faire une petite bague là au commencement pour ce concours de ce matin. On nous a dit qu'il faut faire une robe années 80, plus ragout et une petite bague. Les années 80, quasiment une chanson de Michel Sardou. Pour qui le rebond sera favorable, c'est la question. Toujours est-il que les finales de basket nous mettent déjà l'eau à la bouche. Les supporters sont là et au gymnase de la Fatawa, c'est un véritable chaudron qui se prépare. Au milieu de la foule, notre Teddy Riner à nous, notre athlétique Marouki Duri. Quelle est l'ambiance Marouki pour ce face-à-face passionné entre El Sexior et Orail? C'est à toi. Eh bien, l'ambiance est plutôt bonne, bien évidemment. La température est en train de monter progressivement. Vous le voyez derrière moi, les joueurs sont encore à l'échauffement. C'est un match décisif ce soir, la 4e rencontre des finales du championnat fédéral masculin. Si ce soir Excelsior s'impose, Excelsior qui mène 2 victoires à 1, eh bien Excelsior conservera son titre de champion de Polynésie, alors que si c'est Aurei qui gagne ce soir, eh bien Aurei égalisera à 2 victoires partout et ce sera la finale décisive qui serait organisée vendredi. Tout cela, bien évidemment, n'est que supposition puisque le match n'est pas encore joué. Le coup d'envoi est censé être donné dans quelques secondes. À noter que, bien évidemment, ce championnat fédéral pour la victoire finale, eh bien, ce sera une victoire symbolique puisqu'à la clé, il n'y a pas de participation à une éventuelle Coupe du Pacifique ou Coupe de France puisque, vous le savez, l'événement du coronavirus a bousculé le calendrier d'organisation du championnat. Donc le championnat a repris, certes, mais avec à la clé, eh bien, pas vraiment de carotte au niveau de la compétition. Donc c'est ce qu'il fallait retenir au niveau officiel. À noter également que juste avant, il y avait une réunion à la Fédération tahitienne de basketball, fédération qui a décidé pour ces 2 prochaines années d'optimiser les moyens liés au basketball et notamment de favoriser l'organisation des championnats de 3 contre 3. Et retenez cette date, le 8 août, il y aura un playground, comme on dit, championnat 3 contre 3. Ce sera veille été, c'est un samedi. Et ça, c'est le prochain événement basket après ces finales. Donc, à voir qui s'imposera, Aurei ou Excelsior. C'est la question à qui le rebond sera favorable, comme vous l'avez dit Stéphane. Eh bien, réponse demain dans les éditions d'information, bien évidemment, de Polynésie, la première. Merci, cette barbe de mousquetaire vous va très bien et n'empêche pas la qualité de l'accent anglais. Demain soir, donc, compte rendu de ce match pour tout savoir sur cette réalité sportive. On continue dans le domaine du sport. On va aller en France. Billy Besson, notre navigateur polynésien, a ces jours-ci des rêves en bleu, totalement bleu. À bord du trimaran de Thibaut Vaucher-Camus, un os de Guadeloupe, il sabre actuellement le champagne pour la victoire en baie de Quiberon. Il s'agit de la Dream Cup pour laquelle les eaux de l'Atlantique et de la Bretagne étaient le lieu d'affrontement. Le vent a soufflé en faveur de notre champion. Compte rendu d'Éric Sintas pour le récit avec les images d'Emmanuel Gire. Quand Thibaut Vaucher-Camus est heureux, il adore faire ce genre de figure de style, même si son trimaran de plus de 3,8 tonnes n'est pas un engin de plage. Pour magnifier un peu plus sa victoire, il lève donc le flotteur tribord à son arrivée devant la Trinité-sur-Mer. On se fait un chouette parcours, on s'est fait une arrivée comme on aime en plein jour. Les conditions de la baie de Quiberon comme on adore sur un patin pour se rappeler nos grands moments du kata de sport dans la baie. Pour ce Grand Prix de France de course au large, la Dream Cup, Thibaut avait rappelé son pote le Tahitien Billy Besson. Les 2 hommes avaient grandi ensemble à l'École nationale de voile il y a 20 ans, venant chacun de leur île.
Billy, ça fait plus de 20 ans que je le connais, grâce à notre école, on va dire, des îles, qui est l'Obi 416. En France, on apprend vraiment très académiquement parlant, alors que dans les îles, on est vraiment tout en glisse. Et on essaie de sentir le bateau au maximum pour sentir ces petites sensations de feeling. Il a développé une culture de la performance que moi, je n'ai pas encore aussi affûtée. Donc voilà, je vais vraiment profiter de lui pour ça. Sur les 615 000 du parcours, la traversée de la Manche n'a pas permis dans un premier temps de faire ce genre de navigation au feeling. En revanche, le parcours retour depuis l'Angleterre fut pleine balle dans le jargon, des moyennes de plus de 30 nœuds sur 2 heures. Temps final, 2 jours, 26 minutes et 24 secondes à l'arrivée. C'est une course à la voile qui était assez riche et intéressante, quoi. Le jeu était ouvert. Et quand on fait une compétition et qu'on doit gérer une machine à 100% tout le temps, il faut avoir des bonhommes comme ça. C'est une vraie victoire d'équipe avec Corentin Douguet, le figariste, et Louis Viat qui composait aussi le quatuor. Billy Besson, le polynésien, souvent à la barre, est conquis par le multi 50. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, déjà barré dans le vent, mais même dans le petit temps. On a essayé de trouver plein de solutions pour essayer d'accrocher les jambes devant. Devant, c'est le maxi trimaran Edmond de Rothschild. Franck Camas et son équipe s'imposent en 1 jour, 21 heures et 30 minutes. À bord de l'équipage, Morgan Lagravière, le Réunionnais, qui vient de rejoindre le team pour de nouvelles aventures autour du monde. À suivre. À suivre donc, vous l'avez noté, c'était sur les vagues de la Manche. Le rappel de l'information principale de ce mercredi soir ici en Polynésie, eh bien, ce sont les 4 personnes soupçonnées d'avoir participé à un raid lundi dans une maison de Punaouia. Elles sont actuellement présentées au palais de justice. Pour connaître leur sort judiciaire, nous vous donnerons l'info sur notre site internet ou bien demain matin à la radio dès 6h. Vous le savez, c'est le premier rendez-vous avec les journaux de l'ensemble de la rédaction de votre média préféré ici au Fénois. Merci de votre fidélité. On se retrouvera demain pour le journal français à 19h. Très bonne soirée avec vous sur la première. Mais avant de conclure, évidemment, le petit coup d'œil sur les journaux avec la dépêche qui va revenir également sur l'assassinat, c'est le terme retenu par la justice, de Piré. Et puis du côté de Tahiti Info, c'est un dossier plus économique. On va s'intéresser à la Voie des airs avec la nouvelle donne pour tout savoir sur les relations entre Papeete et l'ensemble des frères des îles et des archipels de Polynésie. Merci beaucoup de votre fidélité. Cette fois-ci, c'est bien la conclusion de ce journal. Rendez-vous demain soir, 19h, pour l'actualité en français. Très belle soirée à vous. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.